10 heures ont sonné, nous pouvons commencer. Bonjour et bienvenue à notre colloque Suisse Topo sur le nouveau système altimétrique suisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'altitude. Pas de crainte, pas besoin de chausser vos crampons aujourd'hui. Nous allons simplement aiguiser notre sens de la précision. Au programme aujourd'hui, nous commencerons par une présentation keynote par notre invité Nicholas Brown qui nous parlera de la géodésie et de son importance au niveau global. Ensuite, Daniel Villy nous fera une introduction au projet du nouveau système altimétrique. Nous continuerons par la présentation des POC, les Proof of Concepts. Une étude de faisabilité a été réalisée et Laura Ducret, Elisa Borla, Dominique André et Andreas Werner nous parleront de leur expérience. Et finalement, la dernière présentation sera donnée par Daniel Villy à nouveau, qui nous présentera les perspectives du projet. Nous finirons par une petite séance de questions et discussions. Commençons donc. Nicholas Brown est responsable du United Nations Global Geodetic Center of Excellence, situé à Bonn, en Allemagne. Nicholas Brown, en collaboration avec les États membres et diverses organisations, essaie de promouvoir leur impact collectif en faveur de la géodésie, notamment afin de rendre la géodésie et ses bénéfices plus visibles et compréhensibles pour la société. Nicholas, the stage is yours. Hi Nick, hello, can you hear us? I can, thank you. So we are very pleased to have you here. The floor is yours, thank you. Thank you very much. I'll just share my screen. Right, thanks everybody, and thanks for having me here today at your event at Swiss Topo. It's great to be here. I wanted to start by letting you a little bit know about what the centre is. And the Global Geodetic Centre of Excellence was established in 2023, and it was to fill a bit of a gap. There's a very strong science community when it comes to geodesy, but there's not a very strong international governance of geodesy. And what the centre was really set up to help out with was to explain geodesy to policymakers, as well as doing other things like capacity development. And I think when we got started, what's really important to do is to make sure that people understand your relevance. And one of the most difficult talks that I've had to give was when I went to the International Committee on GNSS. This was in New Zealand about 18 months ago. And we had done an assessment within the Centre of Excellence around how robust is this global geodesy supply chain that we operate to keep satellites operational, to make sure that reference frames are accurate. And the thing that we presented to all the different GNSS providers, so we had people there from GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, and we essentially said to them, we don't think the supply chain is robust. And we think that puts a risk to your satellite services that you're providing. And the first question that I got from the group from these GNSS providers was, how much is it going to cost to fix it? So I think there's this broad recognition that we need to be doing more to support the foundations for geodesy, for geospatial, but not enough people understand the weaknesses, and not enough people are working together to coordinate an effort to try and solve this problem. And that's really where the centre comes in, and that's the role we're trying to play. Some of the arguments that we're using to try and advocate for more investment in geodesy is looking at what are the downstream beneficiaries of geodesy. And this was a study that was done in the US in 2012, and it was backed up by further evidence in 2020. And they found that 15 of 18 critical infrastructure and key resource sectors rely on global positioning system, the GPS one in particular, including telecommunications, emergency services, and financial exchanges. So these are things that politicians and policymakers understand. They know the
the importance of these systems, even if they don't understand the importance of geodesy. And you might ask, well, where does this actually come from? And it's really in particular from the timing signals that you get from Global Positioning System satellites. Coordinated and synchronized timing is critical for telecommunications, emergency services, and financial exchanges. If you then have a look at the economic side of that argument as well, if we look at the GNSS, so that's your positioning, navigation, and timing products and services, Earth observation satellites, and then satellite telecommunications, these three markets make up about 80% of the space industry market revenue. Now, together, this 80% has a growth rate of about 9% per year. So it shows that we're not just dependent on satellites and satellite services, but we're increasingly dependent on these services. And what it comes down to, I used this term before, is a global geodesy supply chain. Essentially what this means is no country can essentially run their satellite systems on their own. They are dependent on these downstream requirements. And what I'm talking about here, as we show in red here, the observatories, constant observations of the Earth's shape, orientation, and gravity field. You may not know what they are, but there's some instruments out there called very long baseline interferometry, the big satellite antennas, and they're measuring the spin rate of the Earth and how that changes on a daily basis, and it does change. We're talking about satellite laser ranging, which is monitoring the movement of the satellites. Is their predicted orbit exactly where they were when they sent that signal? These things are not known perfectly. They need to be observed on a daily basis. Information like that feeds through to data centers. It's then analyzed, and then those analyzed geodetic products about the movement of the Earth and the satellites are uploaded into satellites and used by earthbound receivers to make sure that at all times we know exactly where the satellites are and we know where the Earth is. If you don't know both of those things, then your satellite services aren't accurate and they're not reliable. These sort of upstream components are forgotten about, even within the GNSS sector that I mentioned before, and even within industry. There is not enough recognition that we are dependent on these upstream geodetic products that are predominantly made through in-kind contributions of groups like the International Association of Geodesy. So without this kind of in-kind work happening, then all these satellite systems would eventually degrade and potentially fail. In recognition of this being a global issue, in 2015, there was a General Assembly resolution titled A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development. And essentially, the wording is not as plain speak as what I've been presenting here, but that's what that UN resolution is trying to tell us. We need to be doing more together. We need to be better coordinated in order to make sure that our satellite services are accurate and reliable into the future. Unfortunately, in the last 11 years, not enough has been done to implement that resolution and fix some of the problems. Excuse me. And so when the centre was established in 2023, the first thing that we did was to try and talk to people and understand where they see as the weaknesses and what do they want to improve into the future. And essentially it comes down to 5 main areas. First of all, evidence. So there's very little evidence that describes what I'm telling you now in a language that politicians and policymakers can understand. So it's very difficult to communicate this concept. Awareness is a little bit different. Awareness here, we're talking about the GNSS providers. We're talking about Earth observation people. We're talking about the private sector who rely on these satellite services. These are the people using the information that need to understand that there are weaknesses in it so that they can help advocate for improvement in the global geodesy supply chain. Thirdly is capacity. And this was a very interesting one where we found that there was a decrease in capacity when it comes to geodesy, not just in developing countries, but also in developed countries, including Europe, where there's been a significant reduction in the amount of teaching that's done
in relation to geodesy. The fourth one is governance, and this comes back to an issue I mentioned before. There really is no international governance for geodesy at the moment. And if you fix those top four, I think you'll find that resources will flow. But we don't want to focus on resources alone at the moment, because I feel like by working on the top four, you are then going to get access to resources. And this is really the strategy of the centre's activities. What we did, we worked with other groups like the International Association of Geodesy, many of the space agencies, and groups like FIG when it comes to capacity development, to translate those weaknesses as we found them from our study into actions that need to be taken. And this came in the form of the first joint development plan for global geodesy. And it's an action plan. It addresses the weaknesses and identifies areas where countries, the centre itself with us, and also partners can be taking actions to try and improve the supply chain in 3 phases. We have been doing a lot of work around avoiding further degradation. So how do we keep what we've currently got? And a lot of the actions of the centre are looking at step 2, is how do we make the supply chain robust? How do we make it more reliable for the future? We're also doing some work around planning for stage 3, looking at what is the next generation requirements? What do we need in order to measure climate change to the level of accuracy required? What do space agencies need for interplanetary travel into the future? So we're working again with the science community around trying to map out what those future requirements look like and what technology we're going to need on Earth in order to deliver that. Excuse me. We've also recently done a State of Geodesy report, and I don't expect you to read the words on the right-hand side, but this is what's known as a sunburst chart, and it's really just there for you to see the colours. On the inner circle, you can see that we assessed the state of geodesy against 6 different domains, which are listed in the table on the left-hand side. And these are around, we looked at data management, the data products and service and software, asset and infrastructure management, engagement, collaboration, innovation and development, and then governance and strategy. And the main thing I want to highlight here is the amount of red, particularly when it comes to governance and strategy, which out of a rating of 5, only got a score of 1.8 in terms of the maturity of how well we have governance and strategy for the global geodesy supply chain. Across all of the different domains, the maturity assessment yielded an overall average of 2.3 across these 58 different capabilities. And importantly, the critical pattern that we saw was that governance was really a cross-cutting issue. And what this means is that it was because of weaknesses in the governance and strategy, and because that score was so low, that it ended up having an impact across the other domains as well. That governance layer underpins or is the foundation for all of the other things on top of it. So if that is weak, it's actually dragging down those other domains as well. This governance gap has been recognised as causing 4 major issues. Firstly, at the moment, we don't really have a shared vision amongst governments, satellite operators, space agencies, the science community and the private sector about what constitutes a robust global geodesy supply chain. There's no agreement on roles and responsibilities for maintaining infrastructure, sharing data, or supporting developing countries. We don't have mechanisms to implement and coordinate and oversee these commitments. And what this means is we end up having fragmented decision-making with an inconsistent investment. And finally, we have no sustainable funding model, which leaves critical infrastructure dependent on, in some cases, research budgets, which fluctuate with political cycles and compete with other priorities. To try and address this and recognising that governance is at the core of what we need to fix, the subcommittee on geodesy within the UN and us in the centre have been working on a paper. It's an options paper that it tries to address this issue and identify a pathway forward.
Three options are being presented, the first being a legally binding agreement, second being the expansion of an existing legally binding agreement. So this would mean having geodesy integrated within something like the International Telecommunication Union's work or within the World Meteorological Organization. The third option is to have a non-binding framework with targets. And it should be noted, these are not mutually exclusive. And in August this year at the UN meeting we're having in New York, the plan is to have a side event meeting where countries are going to discuss these options and hopefully come to an agreement on what the pathway forward is. And the thinking is that it will most likely start with some sort of non-binding framework or agreement with targets. And importantly here, the aim is to decide, well, what is the target? What do the science community want? What do the private sector want? How can countries do this better together? That's probably a logical pathway forward that countries will take, but this needs to be consulted, and this governance paper, options paper, will come out in a couple of weeks to give people a chance to reflect on this and think about it in the lead up to the meeting in New York in August this year. So I'll stop there. Thank you for your time. I hope this gives you a bit of an insight into what the Centre's work is at the moment and the role that we play. And if we haven't got time for questions today, that's fine, but please feel free to share my contact details and I'm happy to follow up with people later on. Thank you very much. Thank you very much, Nick, for this interesting presentation on how the global geodesy is addressed on the UN. That's was really interesting for us to see. By the way, you cannot see that, but there are over 100 people online in the official stream, and actually we have time for some questions. Oh, sorry, I was corrected. There are 260 people. So there are 260 people from Switzerland watching you right now. And actually, we have time for some questions. We will do that right now, since you have to leave then for another obligation. So Natasha is going to read out the questions, and I'm going to translate them. Thank you. Actually, there is no question in the chat, so that means it was super clear. So maybe just one question from my side. What do you expect from member states like Switzerland? What is our role, or what should we do to address this global geodesy supply chain issue? Yeah, it's a good question. I think there's a few things that can be done nationally, and then there's I'd also then encourage you to get involved with the discussions the subcommittee will be taking. Firstly, on the national side, I think the most important thing to do is to have a national group where you have your academia, your scientists, your policymakers all talking about what your dependence is on geodesy, and almost doing a risk assessment to say, well, what would happen if we didn't have these services? And then make a decision, well, how can we make this more resilient within our country? And so there's some guidance that we can provide in the centre to help with this. And it's also listed in the joint development plan. So I'd encourage you to look at that and then follow up with us if we can help you take some of those steps. And as I said, secondly, get involved in these discussions around international governance, because the decisions are always made by the people who are at the table. So if you're going to be impacted by it, and you will because you use satellite services, I'd encourage you to be involved in those discussions that are going to be coming up in the coming months. Nick, thank you very much for these insights. Best wishes back to Bonn, and thank you again for sharing these insights with us today. Bye. Thank you very much. Bye. Have a great day. Les questions ont été répondues, même si du coup il n'y en avait pas. Passons maintenant au projet du système altimétrique. Qu'est-ce vraiment? De quoi s'agit-il quand nous parlons du projet de nouveau système altimétrique? C'est Daniel Willy, responsable de la mensuration nationale à Suisse Topo, qui va vous l'expliquer. Bonjour, je vous souhaite également la bienvenue à ce colloque Suisse Topo
au sujet du nouveau système altimétrique. Merci beaucoup à Natacha pour l'introduction. Donc permettez-moi de brièvement introduire le projet, une introduction générale au projet. Donc de quoi s'agit-il quand on parle d'altimétrie en Suisse? On a actuellement un système altimétrique qui en fait est fondé sur des mesures que la Commission géodésique suisse a fait tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc en fait, à l'époque, on commençait à avoir des besoins accrus, notamment pour la construction ferroviaire. Et c'est pour ça que la Commission géodésique a été mandatée pour faire ces travaux. Donc c'était une des premières fois qu'on avait vraiment une détermination altimétrique nationale sur l'entier du territoire. Ces mesures ont également servi de base pour le nivellement fédéral de 1902, voilà, qui est, pour rappel, encore de nos jours, le système officiel suisse. Donc on parle volontiers d'altitude usuelle pour les distinguer d'autres formes d'altitude. Et ça veut dire quoi? Une altitude usuelle, en fait, c'est une altitude pour laquelle on n'a pas appliqué de correction gravimétrique, parce qu'en 1902, quand ces altitudes ont été publiées, les mesures gravimétriques n'étaient pas encore disponibles sur l'entier du territoire. Et comme souvent, c'est un état provisoire qui perdure en fait parce qu'elles ont été utilisées partout. Et du moment que les altitudes avaient été, on aime bien dire, disséminées, une fois qu'elles avaient été disséminées partout, les altitudes, c'était extrêmement difficile de revenir en arrière et puis de les changer. Donc voilà, on a des altitudes, un système altimétrique d'altitude usuelle qu'on utilise partout en fait. Et puis on peut se demander, mais pourquoi changer en fait? Où est réellement le problème? Et il y en a plusieurs. D'une part, on a des erreurs dans les mesures historiques qui sont de l'ordre du décimètre, donc 10 à 20 cm. Et en même temps, vu que NF02 est un système statique, il ne tient pas compte des déplacements verticaux. Or, c'est une réalité. On a par exemple la genèse des Alpes, donc des soulèvements géologiques qui sont toujours en cours et qu'on peut mesurer d'ailleurs grâce à ces données de nivellement et qui font 1 à 2 mm par année. Donc vu qu'on a un système qui a plus de 120 ans, c'est aussi des déplacements qui se cumulent maintenant pour faire 10 à 20 cm. Donc les conséquences en pratique sont qu'on a des contraintes dans le réseau NF02. Donc ça on le voit, on pourrait dire que c'est un problème interne à Swiss-Topo car au moment du calcul du réseau, on a des contraintes importantes. En même temps, ça conduit dans la pratique à des contraintes aussi, des problèmes quand on a des réseaux hybrides, c'est-à-dire du moment qu'on va combiner une détermination altimétrique par GNSS avec une détermination altimétrique par nivellement. Et la dernière conséquence, en fait, c'est qu'on dégrade systématiquement les mesures GNSS, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre en fait, qui est rigoureux implicitement, qu'on fait des mesures GNSS et on doit appliquer une transformation pour les dégrader, pour les amener en fait, vers des altitudes usuelles. Cette figure ici montre le soulèvement des Alpes qu'on a calculé à partir des mesures répétées du nivellement. Donc le point zéro, il est à Harburg, c'est quelque part arbitraire. On a décidé de fixer un point qui est très stable, en fait, un point qui est stable dans le temps, voilà, pour avoir une référence sur le long terme. Et on voit que les Alpes, donc le Valais, les Grisons, le Tessin, se soulèvent avec 1 à 2 mm par année. Et le Jura a des tendances plutôt d'avoir des altitudes qui diminuent dans le temps. Voilà. Et puis ça, c'est la réalité terrain, en fait, c'est un phénomène physique qui est là et qu'on ignore simplement pour l'instant. On a aussi notre réseau AGNES. Alors une des difficultés, en fait, c'est qu'on mesure sur des laps de temps qui sont complètement différents. Le nivellement, voilà, vous l'avez vu, on a plus de 150, 160 ans de mesures de nivellement, tandis que le GNSS a commencé à être mis en place très sérieusement en Suisse autour des années 2000, un petit peu avant. Mais quand même, on a des résultats qui sont consistants. On voit par exemple pour la station de Davos qu'on a un soulèvement moyen de 1,7 mm par année. Donc voilà, on a reconnu un petit peu cette problématique et on a, en étroite collaboration avec la CGC qui a financé ces travaux, et donc la CGC c'est la conférence de la géoinformatique et des responsables du cadastre, la KGK en allemand. Donc c'est en somme les responsables des cantons. Et on a initié ce projet, c'est l'HGVD qui a traité ce projet et c'était réellement l'initialisation. Donc ils ont beaucoup travaillé sur les aspects de communication. Ils ont fait une grande enquête aussi, qu'on voit ici, qui a été publiée en 2023, où il s'agissait de comprendre un peu les besoins au niveau altimétrique et voir comment l'altimétrie était utilisée, était gérée dans la pratique.
En parallèle, à Swisstopo, on a commencé à travailler sur les bases plus techniques et scientifiques en publiant 2 rapports. Et en 2025, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on a eu la grande chance de trouver 2 cantons très motivés, le canton de Fribourg et le canton de Zurich, pour faire des proof of concept. Voilà, et ce sera le sujet des présentations suivantes. En parallèle, on a fait un proof of concept mensuration nationale, parce qu'évidemment, on a aussi beaucoup de jeux de données et de processus de production à l'interne de Swisstopo qui sont touchés. Donc, ce n'est pas le domaine mensuration tout seul qui est impliqué, il y a aussi le domaine topographie, cartographie, en fait, tout l'office. Et c'est pour ça qu'on a, pour comprendre les besoins et voir un peu ce qui nous attendait, on a conduit des POC internes à Swisstopo. Une question qui apparaît souvent, c'est, bon, on pourrait aussi encore un petit peu attendre, pourquoi est-ce si urgent de passer à un nouveau système altimétrique? Évidemment, il y a un risque. Nous, on voit le risque dans la dégradation de NF02 qui continue. En fait, on sait que le système actuel a une date de péremption et qu'il faudra le changer tôt ou tard. Et tout l'enjeu, en fait, est de trouver le bon moment pour changer, en fait, qui réduise les coûts. En même temps, on voit aussi que l'évolution technologique se poursuit, notamment avec le Precise Point Positioning, qui sont des mesures GNSS précises qui ne nécessitent pas de station de référence. Et, quand on fait du PPP, c'est extrêmement important d'avoir des cadres de référence qui soient déterminés de façon précise, parce qu'on est implicitement dans une référence absolue. Et en d'autres termes, on peut aussi dire qu'on voit quelque part la référence spatiale homogène en Suisse en danger. C'est une des missions de Swisstopo, et de garantir une référence spatiale homogène en Suisse. Et vu qu'il y a des déficiences connues dans NF02, on a certains cantons qui sont contraints en fait d'appliquer des solutions, des offsets, parce qu'ils voient que ça tiraille. Et ça, en fait, c'est une situation qui est très insatisfaisante. Donc, vous l'avez un petit peu senti, il y a cet aspect de la cinématique qui est une des problématiques importantes dans le cadre du nouveau système altimétrique. Ça fait souvent peur aux gens aussi parce qu'on a l'impression que le modèle cinématique va énormément augmenter la complexité. En fait, ce que je souhaite vous montrer avec cette slide ici, c'est qu'avec un modèle cinématique, les choses se simplifient parce que la situation de droite en fait montre la situation actuelle. La cinématique a une réalité, c'est illustré par ces flèches. Donc si on fait une mesure en 2030 ou en 2033, les coordonnées terrain auront changé. Et si on n'a pas de modèle cinématique, en fait, soit on doit accepter que les coordonnées changent à chaque époque, ce qui est évidemment inacceptable, notamment pour les applications cadastrales, ou alors on a un cadre qui se dégrade avec le temps, ce qui est la situation actuelle. Avec un modèle cinématique qui peut, dans la plupart des cas, être appliqué du côté serveur, par exemple pour des utilisatrices, utilisateurs qui utilisent un service de positionnement du type Swipos, le modèle cinématique est appliqué du côté serveur et en fait, à chaque fois qu'on mesure, on est automatiquement ramené à l'époque de référence qui serait dans cet exemple 2030. Donc dans ce cas, on a des altitudes qui sont fixes et qui ne varient pas dans le temps parce qu'on a un modèle en fait qui absorbe le déplacement lié par exemple au soulèvement des Alpes. Un autre aspect nouveau du système altimétrique qu'on aimerait introduire en fait sont les altitudes normales. Sans vouloir rentrer dans les débats, il y a 2 types d'altitudes rigoureuses qui sont envisageables aujourd'hui. C'est les altitudes orthométriques qu'on connaît du système scientifique suisse RAN 95 et les altitudes normales. Les altitudes normales sont beaucoup utilisées dans les pays de l'Est. C'est une théorie qui a été développée par Molodensky, un brillant géodésien russe. Et en fait, avec les altitudes normales qui ont certains avantages théoriques, on est très bien entouré. Donc, notamment la France et l'Allemagne misent tous sur des systèmes d'altitude normale. Très bien, je vous remercie pour la présentation, pour votre attention. Merci Daniel pour la présentation. Nous allons maintenant nous intéresser au Proof of Concepts. Et comme dit déjà précédemment, ceux-ci ont été réalisés avec le canton de Fribourg, le canton de Zurich et le bureau GeoSud. En premier, nous écouterons Laura Ducret du bureau GeoSud qui nous présentera les mesures qui ont été faites et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Ensuite, Elisa Borla de la Haute École de Gestion et d'Ingénierie du canton de Vaud
collaboratrice sur projet de recherche, nous présentera les résultats quantitatifs qui sont sortis de ces Proof of Concept. Et ensuite, Dominique André, du service de la géinformation de l'État de Fribourg, ainsi qu'Andreas Werner, de l'Office du développement territorial du canton de Zurich, nous présenteront leurs conclusions de ces Proof of Concept. Bonne écoute. Voilà, alors merci beaucoup Natacha pour l'introduction. Donc moi je vais vous parler pour le bureau GeoSud. Il faut voir, donc, comme l'a expliqué Daniel tout à l'heure, on va parler du coup de comment on a réalisé ces Proof of Concept. Il faut voir que donc, on a travaillé, Suisse Topo a travaillé avec le canton de Fribourg et de Zurich, et que sur Fribourg, le canton a décidé de travailler avec les bureaux de géomètres privés, ce qui représente, ce qui fait du coup qu'on a les 3 niveaux de structure de la Suisse qui vont de Suisse Topo jusqu'au niveau privé, et ce qui est aussi une force aussi dans ce projet. Donc je vais vous parler du coup nous en tant que bureau de géomètres privés, comment est-ce que nous avons contribué à ce projet de Suisse Topo. Déjà, je vais commencer par vous présenter les périmètres sur lesquels nous avons travaillé. Donc vous voyez ici le canton de Fribourg. Nous avons sélectionné 2 périmètres, que nous avons appelés périmètre 2 et périmètre 3, à 2 endroits différents qui se différenciaient par la topographie. À savoir le périmètre 2, qui est plutôt en zone de plaine ou de colline, avec des altitudes, comme indiqué, entre 600 et 700 mètres, et le périmètre Charmey-Yonne, qui est plus en montagne, avec des altitudes plus élevées. Ces 2 périmètres se situent hors des lignes de nivellement fédérales, que vous voyez en rouge. Elles se situent plus proches des lignes de nivellement cantonales, donc les PFA2 que vous voyez en bleu. Donc ce sera un peu un des objectifs aussi du projet, ce sera de se rattacher sur les lignes, en tout cas cantonales. Le but de ce projet du Proof of Concept, du POC, est de regarder pour définir une transformation entre les systèmes altimétriques NF02 et RAD95, qui est un système rigoureux. Pour ce faire, dans chacun de ces 2 périmètres, on a sélectionné des pattes, des points d'appui à la transformation, qui sont principalement des PFP2. Ces pattes se situent à 4 à 6 km les uns des autres, répartis sur le périmètre, et également des points de contrôle qui sont répartis autour des pattes, qui sont plutôt des PFP3 en général, et qui servent après à contrôler les résultats de la transformation qui aura été réalisée sur les pattes. Donc dans chacun des périmètres, on a défini 6 pattes et 12 points de contrôle. Et sur chacun de ces points, on va déterminer des altitudes par GNSS, et on va essayer aussi de rattacher au maximum ces points au réseau de nivellement cantonal. Alors, quelles mesures on a réalisées? On a réalisé plusieurs types de mesures. Déjà des mesures GNSS. Donc là, si on regarde la première ligne, on a fait des mesures GNSS statiques qui nécessitent donc de stationner plusieurs heures sur les points choisis. Nous, ce que nous avons fait, le bureau GeoSud, on a été stationné sur tous les points de contrôle, donc 24 au total, durant 2 heures de mesure. Et les pattes ont été stationnées par Suisse Topo pendant 24 heures. Et on avait décidé vous le savez, le GNSS statique nécessite d'avoir à chaque fois une station de base et un rover pour créer une ligne de base entre les 2 points. Et on a décidé de coordonner les mesures de notre bureau, les mesures de GeoSud avec les mesures de Suisse Topo pour pouvoir créer des lignes de base entre les pattes et les points de contrôle. Donc ça a nécessité une coordination, mais on y reviendra. Notre bureau a également effectué des mesures GNSS RTK, donc connectées au réseau AGNES, des mesures relativement standards,
durant 10 minutes sur les points de contrôle et puis 10 minutes ou 3 minutes sur les pattes. Donc ça, c'est des mesures que nous avons également réalisées. Et enfin, je vous l'avais également mentionné, on a réalisé des mesures de nivellement pour rattacher les points sur le nivellement sur les PFA du niveau cantonal. Voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure des mesures GNSS statiques, donc qui nécessitent à la fois une station de base et un rover pour avoir une ligne de base précise entre les deux, entre les stations. Donc il faut avoir deux instruments qui mesurent en même temps afin d'éliminer un maximum les erreurs. Donc on a décidé de ne pas se rattacher sur le réseau Agnes qui avait des stations qui étaient relativement éloignées, mais justement de profiter que Swiss Topo stationnait sur les pattes pendant 24 heures. Et durant ces 24 heures, nous, on mesurait tous les points de contrôle, ce qui permettait d'avoir des lignes de base plus courtes et donc idéalement plus précises. Voilà. Donc là, quelques images. Donc vous avez les stations de base que Swiss Topo a mis en place sur les pattes, ainsi que nous, du coup, pendant ce même temps, on passait sur les points de contrôle avec le rover durant 2 heures. Donc ça, devoir mesurer à la fois sur les pattes et les points de contrôle, ça a nécessité toute une coordination. Donc on avait des dates qui étaient assez fixes et qu'on pouvait difficilement changer, ce qui implique aussi tous les défis qui vont avec, à savoir on n'a pas le choix des dates, donc pas le choix de la météo ou des jours où on va faire les mesures. On a eu aussi plusieurs séances de coordination pour pouvoir définir exactement ce qu'on faisait comme mesure et quand. Il faut voir aussi que ça nécessite tout un tournus au niveau des instruments. Il faut avoir assez d'instruments pour nous pour pouvoir mesurer tous les points de contrôle pendant le temps déterminé par Swiss Topo et paramétrer et tester ces instruments et s'assurer que ça fonctionne dans le temps imparti. Et au niveau du nivellement, on a eu aussi une coordination avec le canton parce qu'on a collaboré avec l'apprenti qu'ils avaient au canton. Et il faut voir aussi que c'est beaucoup sur les routes, ce qui nécessite aussi une coordination pour la sécurité et contacter le canton pour s'assurer qu'on peut réaliser ces mesures. Donc là, j'avais mentionné l'aspect de la météo. C'est vrai que du coup, on n'a pas eu le choix des dates, ce qui veut dire qu'on a dû réaliser les mesures dans les conditions réelles le jour venu, à savoir que c'était en mars. Et qu'il y avait encore certains endroits dans Yonne, vers le Yonne, Charmey, dans les montagnes, où les routes étaient parfois pas très accessibles et gelées. On a dû faire avec, c'était un peu l'aventure à certains endroits, on a dû retourner 1-2 jours après, on a dû s'adapter. Et également, on est tombé sur la journée la plus venteuse de l'année dans la plaine. Alors on a eu... Voilà, alors en l'occurrence, il y a même un instrument qui est tombé pendant les mesures. Alors, il n'y a pas eu de souci plus que ça. Donc, ça, on est content. Mais voilà, c'est aussi des choses, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Et voilà, c'est des réalités du terrain, les aléas et les imprévus avec lesquels nous devons faire. Et il y a aussi la réalité que parfois, en fait, on prévoyait d'aller faire les mesures sur un certain point de contrôle qui n'existe plus sur le terrain, la route a été refaite ou des éléments comme ça, donc il faut s'adapter, trouver un autre point à proximité qui répond aux exigences qu'on souhaitait. Il y a aussi parfois des zones en montagne où il n'y a peut-être pas de réseau et du coup aller trouver un point au milieu d'un champ, ça peut être parfois un peu compliqué, en tout cas pour une première fois il faut aller le retrouver. En l'occurrence on a réussi finalement à tous les trouver, mais ça peut être une contrainte. Et puis, on a également, au niveau du bureau, avant d'aller faire les mesures, on a contacté également les propriétaires. Parce que certains points, vous voyez par exemple la photo ici, certains points se situent même dans le jardin de certains propriétaires. Il est donc bon de les prévenir en avance que nous allons poser un instrument pendant quelques heures dans leur jardin. En l'occurrence, là, on a même dû en plus couper quelques branches de l'arbre, donc voilà, ça nécessite quand même de les avertir. Donc, avertir les propriétaires, courrier d'information. Mais quelles sont les adresses? Et ça, c'est aussi les réalités. Il faut qu'on essaie de trouver les adresses de tous ces propriétaires qui ne sont pas toujours à jour, etc.
Voilà, c'est des petits éléments pratiques sur lesquels nous sommes confrontés dans ce genre de projet. En conclusion, ce que, à titre personnel, je reprends aussi beaucoup de ce projet, c'est qu'on a passé aussi beaucoup de temps à préparer, à anticiper pour que les mesures se déroulent bien. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait que ça a bien marché. Et c'est quelque chose qui a été nécessaire. On a dû pas mal affiner quelle méthodologie on voulait mettre en place avant de réaliser les mesures. Donc, en finalité, j'ai fait aussi une petite synthèse un peu du temps, enfin de la répartition du temps. Finalement, le terrain, la réalisation concrète des mesures sur le terrain, ce n'est pas ça la plus grande partie du travail. C'est beaucoup dans la préparation de la méthodologie, tester les instruments, les préparatifs, coordonner, discuter entre les gens, et puis traiter les résultats, les mettre en forme, etc. Et voilà ce qu'on peut en retirer. Puis au final, ça nécessite également flexibilité et adaptation pour faire face aux imprévus sur lesquels nous sommes finalement confrontés. Voilà pour ma part. Alors, merci beaucoup pour cet input sur ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. Moi, j'étais plutôt dans la partie, du coup, au niveau du traitement, en fait, de ces données et quels résultats on pouvait en tirer pour le nouveau système altimétrique. Alors, concrètement, on a 3 objectifs principaux. Donc, le premier, on a dû déterminer de nouvelles altitudes, c'est ce qui nous a été présenté. Et ce n'est pas uniquement déterminer de nouvelles altitudes pour, par exemple, faire des diagnostics et calculer la transformation, c'est aussi évaluer les différentes méthodes de détermination. On a vu qu'il y a eu du RTK, il y a aussi eu du GNSS statique, et en fait, on aimerait savoir dans quelle mesure on pourrait, si on doit un jour disséminer les altitudes ou transformer les données, faire ces mesures de façon efficace et de façon finalement le plus rentable possible. Quels sont les besoins de précision? Le deuxième objectif, c'était de diagnostiquer les altitudes du territoire. On a vu que c'est des altitudes anciennes. Et le but, c'est de voir est-ce que ça tiraille, est-ce qu'on a des altitudes auxquelles on s'attend, etc. Et finalement, le calcul d'une transformation et les résultats qu'on a pu obtenir. Alors, pour la détermination de nouvelles altitudes, on a travaillé sur 4 méthodes de détermination. RTK, VRS, c'est justement avec des stations virtuelles qui sont basées sur le réseau AGNES de Suisse Topo. Ensuite, ce qu'on appelle ici LRS GNSS, c'est pour Local Reference Station, donc c'est ce que Laura Ducret nous a décrit. C'est en fait mettre une station de référence locale sur le périmètre qui va permettre de raccourcir les lignes de base et obtenir une meilleure précision. Finalement, on a aussi les mesures GNSS rapides, à peu près 2 heures, et le GNSS statique 48 heures, qui est vraiment la mesure, on va dire, la plus précise selon l'état de l'art, mais comme on le voit, c'est des mesures qui prennent du temps. Ici, on a un tableau des résultats qu'on a pu obtenir qui compare uniquement la méthode avec SWIPOS et une station de référence virtuelle et l'autre avec une station de référence locale. Et on voit qu'on obtient une meilleure précision si on réduit les lignes de base. Donc là, c'est vraiment la comparaison entre 2 sessions de mesure. Tous les points ont été mesurés 2 fois. Donc ça montre un peu la précision qu'on aurait sur le même point entre 2 mesures différentes. À noter que dans le cadre de ce projet, l'écart entre les sessions de mesure, il est grand. Donc des fois, c'était 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Donc on a vraiment des mesures indépendantes effectuées à 2 moments différents. Et finalement, on peut aussi observer les min et les maximums. Ça, c'est intéressant. Donc on voit par exemple que lorsqu'on a fait des mesures avec SWIPOS, entre 2 états de mesure, sur le même point, on peut obtenir des différences qui vont quand même jusqu'à 6 cm. Donc ça pourrait indiquer, par exemple, si on veut garantir une bonne altitude, de venir mesurer le point au minimum 2 fois pour vérifier que la première mesure était bonne. Alors ici, c'est un autre tableau. Cette fois-ci, on a comparé les méthodes RTK avec le GNSS statique 48 heures. Donc, à noter que dans cette analyse, on considère que la mesure statique 48 heures est vraiment la référence, la bonne altitude, alors qu'elle a elle aussi une erreur.
Mais on voit aussi à ce niveau-là qu'on peut avoir une plus-value au niveau, enfin si on met une station de référence locale dans le périmètre. Voilà, alors ça c'était vraiment pour la partie de détermination des nouvelles altitudes et d'évaluer les méthodes. Et maintenant pour le diagnostic des altitudes. Donc ici l'intérêt c'est vraiment, on va comparer l'état des altitudes actuelles sur ces points de la mensuration, donc en NF02, qui est le cadre officiel. Et nous on est venu faire des nouvelles mesures par GNSS et on les obtient dans le cadre que l'on appelle RAN 95 d'altitude orthométrique. Ici, ces différences qu'on peut dire brutes, elles sont représentées sur le graphique en jaune. Ici, on est sur le périmètre de Wald à Zurich et on a des différences en fait, qui sont dues au fait que ce n'est pas le même système. Et ensuite, on a une transformation qui nous permet en fait, de comparer mieux ces valeurs et les résidus restants qu'on observe en rouge sur le graphique. Ceux-ci sont vraiment dus à la tension altimétrique, si on peut dire, qu'on a actuellement en Suisse. Ces résidus, on voit qu'ils peuvent être quand même assez élevés. Enfin, assez élevés, tout est relatif évidemment, mais voilà, on voit qu'on obtient à peu près sur certains points entre 5 cm, on va dire. Ça peut être dû à la précision du point de base ou à la précision de la mesure GNSS. Également, il y a le géoïde suisse qui rentre en compte ici dans ces résidus sur les altitudes, puisqu'on passe d'altitude GNSS à des altitudes orthométriques. Et puis, ces graphiques de résidus, ils ont pu être effectués pour chaque périmètre étudié. Finalement, une fois qu'on a ces résidus restants, c'est là où on va essayer de voir si on peut appliquer une transformation supplémentaire. Parce que le but, le jour où on va aller vers un nouveau système altimétrique, c'est de pouvoir transformer toutes les données en perdant le moins de qualité possible des altitudes. Alors ici, sur le tableau, on voit que si on n'applique aucune transformation, ce qui est de toute façon pas possible puisque c'est des systèmes altimétriques différents, mais c'est pour s'imaginer. Donc voilà, on voit qu'on a des grandes différences. Ensuite, en appliquant la transformation qu'on a actuellement en Suisse entre les deux systèmes, on obtient encore des résidus d'à peu près 4 cm en moyenne sur les points. Et après, on peut encore appliquer une transformation. Et puis, c'est grâce au point de contrôle qu'on peut évaluer si elle est bonne ou pas. Et justement, le tableau présente les résidus sur ces points de contrôle. Il y a un autre point qui est intéressant à souligner. Si vous regardez l'écart type du tableau, on voit qu'il est difficilement améliorable. Et ça, c'est vraiment dû à l'imprécision de base ou aux différentes méthodes de détermination originale des altitudes en fait, de ces points, qui dépendent voilà, des mises à jour au niveau de la mensuration, etc. Je pense que là, vous aurez aussi quelques informations supplémentaires de la part des cantons. Mais il est possible de calculer une transformation. Pour conclure, si on reprend un peu les 3 points, on a vu qu'on avait un accès aux altitudes par des méthodes RTK ou LRS qui étaient prometteuses. On pourrait aussi adapter la méthode d'acquisition des données altimétriques en fonction de la précision qu'on souhaite, ou en fonction du terrain. Si on est dans une zone avec de fortes différences altimétriques, on pourrait plutôt tendre vers une solution avec une station de référence locale, donc LRS. Et au niveau du diagnostic des altitudes, donc on voit qu'il y a des différences locales et peu de corrélation spatiale. Alors ça, je ne l'ai pas précisé dans les résultats, mais c'est justement là où on voit que l'écart type, on a beaucoup de peine en fait à le diminuer et c'est à cause justement qu'il y a peu de corrélation spatiale. Et finalement, au niveau de la transformation des altitudes, donc on aurait besoin d'une transformation nationale pour vraiment les grands jeux de données, mais c'est possible aussi que des transformations locales soient nécessaires parce que si on veut vraiment garder une bonne précision locale entre les altitudes. Alors voilà pour les résultats. Et je voulais revenir également sur le POC interne qui a été réalisé, mais Daniel a fait une bonne introduction, donc je pense qu'on va passer à la suite. Voilà. Merci Elisa. Je vais vous parler des données altimétriques que nous avons dans le canton de Fribourg en mensuration officielle, ainsi que des réflexions qui sont associées à ces données altimétriques.
Tout d'abord, les points fixes altimétriques. Nous voyons ici sur la carte en rouge les points fixes altimétriques de catégorie 1 qui correspondent au nivellement fédéral et qui sont constitués en fait de 6 lignes de nivellement. Donc 246 PFA1 de niveau fédéral, ainsi que 245 PFA2 qui sont en bleu sur la carte de la responsabilité du canton. Concernant ces PFA2, vous voyez ici un exemple de fiche signalétique que nous avons pour un PFA2. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de mesure périodique qui a été effectuée et certaines des altitudes datent du début du nivellement NF02 officiel, donc elles ont plus de 100 ans. Les dernières visions qu'on a faites sur ces points remontent à 2017. C'était principalement une vision locale, voir si le point était encore existant, et sans nouvelle détermination. On constate aussi des différences importantes entre les PFA1 et les PFA2 de l'ordre de plusieurs centimètres. Concernant les points fixes planimétriques, nous avons 21 PFP1, donc de la responsabilité de Suisse Topo sur le canton de Fribourg, ils sont signalés en rouge sur la carte que vous voyez à l'écran, ainsi que 574 PFP2 de la responsabilité du canton et qui apparaissent en bleu sur cette carte. Voici un exemple de fiche signalétique que nous avons dans FPDS2 pour un PFP2. Les derniers travaux sur ces PFP2 remontent pour la plupart à 2017, lorsqu'il y avait des mesures qui avaient été faites pour établir le Frenix, c'est-à-dire le maillage de Fineltra au niveau du canton. Et l'accent avait surtout été donné à l'époque sur la planimétrie. Et, on avait juste constaté des écarts importants déjà en altimétrie sur ces points, mais ça n'avait pas été traité à l'époque, en 2017. Concernant les PFP3, nous avons plus de 100 000 PFP3 dans le canton de Fribourg, avec également des décalages importants de plusieurs centimètres par rapport au PFA. Et l'attitude en fait de ces points est vraiment dépendante des choix de calcul qui ont été faits à l'époque. Certaines fois, on a moyenné entre les PFA et les PFP2 pour déterminer en fait l'altitude de ces points fixes planimétriques catégorie 3. Au niveau de la densité, donc on voit effectivement une densité énorme de points, et cette densité est réduite dans le cadre des travaux de renouvellement que nous faisons pour la mensuration officielle. Il faut savoir aussi que le 37% du territoire fribourgeois n'est encore pas au standard de qualité EMO 93. Et c'est dans le cadre de ces travaux de renouvellement que nous diminuons la densité des points fixes et améliorons également la qualité de ceux-ci. Au niveau l'état des données, de manière générale, j'ai juste mis ici quelques exemples. On a par exemple sur la droite avec les couleurs, on voit les écarts que l'on peut constater lorsqu'on va mesurer des points fixes planimétriques catégorie 2. Donc des différences très importantes qui peuvent aller jusqu'à 10 cm. Donc c'est pas évident aussi quand on fait des fois des nouveaux réseaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ces écarts-là? Comment est-ce qu'on se rattache? Et on a aussi constaté des fois des ajustements altimétriques effectués. Par exemple, ici, on voit un ajustement altimétrique souligné en jaune de 20 cm qui n'aurait peut-être pas dû être effectué. Concernant ce rattachement altimétrique des nouveaux réseaux de points fixes, donc on essaye toujours de rattacher sur les PFA1 et également les PFA2 selon ce qu'il y a à disposition. Et justement, la qualité de ces PFA2 peut être variable. Voilà. Et ça a naturellement aussi une incidence sur le calcul en fait, de l'altimétrie des nouveaux PFP3. Et parfois, il y a aussi des communes où il n'y a aucun PFA à proximité, donc on doit faire des nivellements pour se rattacher, des nivellements de longue distance pour se rattacher en fait à des points fixes altimétriques. Voilà pour l'état des données. Maintenant, je vais
passer à la phase un peu de réflexion qu'on a par rapport à ces données. Donc ça, ce serait l'étape 1, donc c'est un peu la vision qu'on a au niveau du canton. L'étape 1, ce serait vraiment pouvoir poser un diagnostic. Et pour cela, en fait, il faut suffisamment de mesures d'altitude normale qui soient effectuées sur ces points. Donc cela nécessite des travaux de terrain pour les différentes catégories de points fixes où on a l'altimétrie qui est présente. J'ai juste représenté sur ce ci-dessous en fait, les différents types de mesures qu'on pourrait envisager. Par exemple, pour les PFA1, donc de la responsabilité de Suistopo, on pourrait repenser à un recalcul de tous ces points, des lignes de nivellement. Pour les PFA2, on pourrait peut-être imaginer quelque chose de similaire à ce qui a été effectué dans le cas d'EPOC, c'est-à-dire mesurer parce que souvent ces points sont aussi inaccessibles par GNSS, donc on pourrait imaginer de mesurer un point qui est bien accessible par GNSS, un PFP3 accessible à proximité, et de faire une petite liaison par nivellement court pour rattacher cela. Concernant les PFP1, il y en a seulement 21, donc on pourrait imaginer de tous les mesurer. Les PFP2, il y en a 574, on pourrait penser de mesurer seulement ceux qui sont accessibles et encore en bon état. Et pour les PFP3, donc vu le nombre, il faudra définir une densité de points fixes à mesurer par kilomètre carré à définir. Donc ça, c'est la partie 1. L'étape 2, ce serait les défis en fait, qu'on voit pour cette transformation de données. Il y a un peu 3 aspects. Donc un défi lié aux données, c'est-à-dire pouvoir gérer toutes les inconsistances qu'il y a entre les catégories de points fixes, entre les PFA et les points fixes planimétriques. Il y a aussi des inconsistances internes au sein d'un même réseau à gérer. Et on pourrait aussi peut-être imaginer d'avoir une tolérance plus élevée en zone NP, donc numérisation préalable, où il n'y a pas encore le standard de qualité MO93. Un autre aspect, c'est les défis techniques. C'est surtout important d'avoir un besoin de précision accrue en zone contribution 1, c'est-à-dire en zone bâtie. Ce qu'il faudrait aussi essayer d'éviter, c'est d'avoir des cassures, notamment si c'est le choix de Fineltra qui est retenu, pour avoir des cassures en cas de changement de triangle, et aussi éviter des effets indésirables, comme par exemple si on a une conduite, une inversion du sens d'écoulement. Un troisième aspect, c'est aussi les défis organisationnels. Comment mettre cela en place? Est-ce que c'est une transformation chimique cantonale, mais peut-être c'est une transformation unique fédérale ou bien cantonale? C'est toutes des choses qui restent à définir. Aussi la coordination aux frontières cantonales. Et un point très important, c'est toute la transformation des données qui sont hors de la mensuration officielle. Parce que là, j'ai juste abordé l'aspect qu'on a dans la mensuration officielle, mais il y a énormément de données hors de la mensuration qui sont aussi à gérer et à transformer. Et ça, ce serait la suite, en fait, une fois que cette transformation serait effectuée et qu'il y a le nouveau cadre à disposition. Il y a aussi 3 aspects qu'on pourrait à réfléchir, notamment quand on a une altitude, savoir est-ce qu'elle est transformée ou mesurée. C'est pour ça que ce serait important d'avoir une information qui accompagne en fait chaque altitude, afin d'éviter aussi les confusions de système, parce qu'on n'a pas 2 millions et 1 million comme en planimétrie pour pouvoir distinguer si c'est une altitude du nouveau système ou de l'ancien. Au niveau de la mesure, important aussi de pouvoir mesurer de manière précise et fiable, parce qu'on voit qu'il y a quand même certaines limites avec la RTK. Comme Elisa disait avant, entre 2 mesures, il peut y avoir 6 cm de différence en altimétrie. Voilà, donc c'est un peu des limites qu'on a. Peut-être aussi après la densification, c'est vrai que sur le canton de Fribourg, il n'y a aucune station Agnès qui se trouve, et qu'il faudrait peut-être densifier encore le réseau. Peut-être aussi des points à réfléchir. Et au niveau de la fiabilité, donc voilà, donc l'intervalle entre 2 mesures effectuées, ainsi que les différences maximum qu'on accepterait entre ces 2 mesures altimétriques. Et cela dépend aussi du type de service utilisé. Voilà. À l'avenir aussi, il y a des questions à se poser au niveau des réseaux, notamment ces points fixes altimétriques.
À l'époque, c'était du nivellement. Maintenant, on voit que c'est vraiment par GNSS qu'on mesure principalement ces points. Donc, on n'a aussi fait aucun entretien de notre réseau de PFA2. Comment est-ce qu'on va gérer ça par la suite et quelle densité en fait de points fixes, en 3 dimensions on veut avoir à l'avenir. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation et je cède la parole à Andrés. Merci. Guten Tag, ich darf als Fixpunktverantwortlicher des Kantons Zürich noch zu dem Thema einen Beitrag leisten. Und zwar möchte ich das Ganze in 3 Teile aufteilen, und zwar zuerst die Grundlagen, die wir haben in Bezug auf die Höhe des Kantons Zürich, und dann der Grund, warum wir uns mit 2 Gemeinden gemeldet haben zum Thema, und schließlich noch unsere Schlussfolgerungen und unsere Wünsche und Fragen an das neue Schweizer Höhensystem. Die Grundlagen im Kanton Zürich präsentieren sich wie folgt. Es sind die HFP2, die wir recht zahlreich haben. Man sieht rechts die Statistik, die gesamtschweizerische. Wir haben seit jeher darauf Wert gelegt, dass die Höhe auch in den Fixpunkten vertreten ist, also dass wir viele Fixpunkte haben, präzise Fixpunkte, und diese unterhalten wir auch. Alle 6 Jahre findet eine periodische Begehung statt und alle werden ersetzt, sofern sie wegfallen. Es ist auch so, dass wir in jeder Gemeinde mindestens eine Punktgruppe haben von HFP2 oder allenfalls sind diese auch schon durch HFP1 abgedeckt. Das war uns aber nicht genug. Wir haben nämlich noch mehr gemacht in Bezug auf die Höhen. Es ist ja so, dass die HFP2 mehr so punktuell oder auf Linien verteilt sind und die LFP2 dann mehr in der Fläche. Beispielsweise, wenn man große Datenmengen, LIDAR beispielsweise, das wir haben als Kanton, genau einpassen möchte, eignet sich eine gleichmäßige Verteilung von Passpunkten besser als lokale Gruppen. Und darum haben wir beschlossen, dass wir auch die LFP2 nivellieren wollen und damit diese auch als Passpunkt dienen können. Diese Arbeit haben wir 2022 angefangen, beziehungsweise haben wir vergeben, und es ist bald soweit, dass wir das flächendeckend haben. Es sind noch 2 Bezirke ausstehend, die in einem Jahr dann auch gemessen sind. Hierbei muss ich dazu sagen, dass nur die nicht seit 25 Jahren bereits nivellierten Punkte wir hier nivelliert haben, also das sind etwa 1000 der ungefähr 1300, die wir im Kanton haben. Das führt uns dazu, dass wir uns gemeldet haben zu dem Proof of Concept mit diesen beiden Gemeinden, Bülach und Wald. Und da sage ich gleich dazu, warum. Einerseits sieht man das hier, wir haben dort schon nivellierte LFP2 gehabt zum Zeitpunkt dieses Projektes. Dann in Bülach haben wir, wie in jeder Gemeinde, viele LFP3 und doch eine recht große Anzahl hat eine Höhe. Und was dazu noch gesagt werden kann, 37% von diesen allen, nämlich jene im Baugebiet, im zentralen Baugebiet, sind auch nivelliert, haben also noch eine bessere Höhe, wo man wirklich die Qualität noch verbessert hat. Dann gibt es in Bülach auch noch ein HFP3-Netz, ein kommunales Höhenfixpunktnetz, das allerdings nicht mehr unterhalten wird. Hier übernehmen ja die nivellierten LFP3 dann ein Stück weit diese Funktion. Aber diese Punkte sind noch vorhanden. Hier in Blau, in der Nachbargemeinde hat es dort auch noch. Dann die Gemeinde Wald, das ist für den Kanton Zürich schon recht alpin, also voralpin im gesamtschweizerischen Kontext gesehen.
Hier hat es auch eine große Anzahl von LFP3 und davon haben fast alle eine Höhe, wozu wir aber nicht so genau sagen können, woher diese stammt, wie diese entstanden ist. Schließlich, ich habe es vorher schon angetönt, haben wir auch das LIDAR über das ganze Kantonsgebiet, das wir als Kanton anbieten, und dieses wurde aber im Rahmen des Proof of Concept nicht weiter angeschaut. Und schließlich der Leitungskataster. In beiden Gemeinden hat es auch einen Werkleitungskataster. Und zwar hiervon ist wichtig, dass der Teil Abwasser, nämlich die Höhen der Schächte, die Einfluss- und Ausflusshöhen, das war von großem Interesse für uns. Ja, wie ändern sich diese dann, wenn man transformieren würde, und haben darum auch diese Daten mit eingegeben in die Tests. Nämlich auf dieses Plakat bin ich kürzlich gestoßen auf einer meiner vielen Reisen im Kanton. Ja, es ist eine Firma, die Pumpen herstellt, Wasserpumpen. Sind dann mehr Pumpen nötig, weil die Höhen nicht mehr stimmen im Leitungskataster? Natürlich fließt das Wasser genau gleich, wir respektieren ja auch den Fluss des Wassers, aber stimmen die Höhen dann auch noch, wenn man die Leitungen projektiert? Schließlich aus all diesem unsere Schlussfolgerungen. Einmal stellten wir fest, ein bisschen ein eigenes Schulterklopfen, der Mehraufwand der speziellen Behandlung der Höhen, das über die Jahre, das zahlt sich aus, und der Mehraufwand des Unterhaltes ist durchaus gerechtfertigt im Hinblick auf die immer wichtig werdenden Höhen. Dann auch die Investition in das Nivellement, die ist sehr wertvoll. Das sieht man dann auch am Resultat des Proof of Concept in der Gemeinde Wald. Das war für uns auch wertvoll, das festzustellen. Was für uns auch wichtig wäre, eine lokale Verdichtung der Transformationsstützpunkte. Bisher ist das H-Trans entlang von LFP1-Linien, dass man eben diese auch gleichmäßig verteilt auf das ganze Kantonsgebiet. Dann zu sehen dann im Bericht des Proof of Concept die Transformationsvariante T2, die unterstützen wir auch, wie das auch vorgeschlagen wird. Und dann vielleicht müsste man noch den Effekt der Transformation auf andere Daten noch etwas genauer anschauen. Ich habe den Leitungskataster erwähnt, eben LIDAR, und dann gibt es sicher noch andere Geodatensätze, vielleicht oder auch aus anderen Kantonen. Vielleicht wäre das auch wichtig, wenn man das noch etwas genauer anschauen würde. Dann zum Zeitplan. Das wurde bereits so erhört, wie unser Wunsch war, nämlich, dass es frühestens 2030 startet, die ganze Transformation. Vorher, das sage ich kantonsintern, müssen wir aber auch die LFP3-Netze noch anschauen bezüglich der Höhe. Man hat ja das bezüglich der Lage vor LV 95 auch gemacht, und auch in den LFP3-Netzen gibt es Shift-Fehler in der Höhe, und das ist wichtig, dass man das vor der Transformation dann anschaut und verbessert. Dann die Transformation selbst sollte unserer Meinung nach in kurzer Zeit erfolgen, nicht, dass ein Parallelbetrieb nötig ist von zwei Höhensystemen. Schließlich sollte die Erkenntnisse, also das ist ein Proof of Concept, wir haben jeweils die RTK-Messungen 10 Minuten durchgeführt. Auch diese Erkenntnis, ist das zu viel, ist das zu wenig oder was auch immer, sollte einfließen in die Weisung für die Fixpunktbestimmung, die zurzeit in Arbeit ist. Und dann schließlich auch eine gute, einfache und auch für Laien verständliche Kommunikation ist sehr wichtig. Warum beispielsweise die Höhe im Falle des Kantons Zürich nur sehr, sehr wenig ändern, aber trotzdem alles ändert, und ja, was es damit auf sich hat und was wichtig ist. Soweit meine Ausführungen dazu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe weiter.
Je remercie nos 4 orateurs pour leur présentation des Proof of Concept. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour la dernière présentation de la matinée. On a parlé passé en présentant les étapes qui ont été déjà réalisées dans le cadre de ce projet. Maintenant, on va parler futur et c'est Daniel Willy qui va nous présenter les perspectives du projet. Je l'invite à nous les présenter. Merci beaucoup. Donc, quelques aspects ont déjà été mentionnés, notamment les Proof of Concept ont été documentés dans des rapports. Donc, pour les Proof of Concept internes, le rapport ne sera pas publié, c'est un document interne à SwissTopo. Les Proof of Concept externes, qui contiennent la description détaillée des travaux qu'on a exécutés en collaboration avec les cantons et puis le bureau GeoSud, ils sont documentés, les résultats, les variantes de transformation. Donc, ce rapport est actuellement en traduction et il sera publié et diffusé par les pages web, notamment dès que la traduction sera faite. Donc, on l'a mentionné, d'un point de vue métier, ou je dirais peut-être scientifique ou technique, nous on est relativement convaincus que c'est le moment de passer à un nouveau système altimétrique, de moderniser le système altimétrique. Cependant, évidemment, notre mission c'est aussi de répondre aux besoins de la pratique. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mandaté une étude coût-bénéfice avec l'entreprise Infras qui est spécialisée dans ce type de mandat. Donc ça de nouveau, c'est une collaboration avec les cantons, notamment le canton de Fribourg, de Neuchâtel et de Zurich. Et le but, en fait, c'est de faire évaluer le coût-bénéfice d'une éventuelle introduction d'un nouveau système altimétrique. Ce document-là, avec les autres documents qui ont été produits jusqu'à présent, servira de base pour une première décision de la direction générale de SwissTopo. Donc c'est la direction générale de SwissTopo qui va nous donner le feu vert à ce moment-là, ou alors stopper le projet. Évidemment, on ne peut pas décider nous-mêmes. J'ai juste mis un extrait de l'ordonnance sur la géoinformatique qui mentionne la référence altimétrique officielle en Suisse. Donc vu que ça nécessite une adaptation des bases légales, ça passera par une consultation et une décision du Conseil fédéral. Donc à la fin, c'est le Conseil fédéral qui décidera de oui ou non adapter cette ordonnance. On prévoit de faire ça en 2028-2029, ce qui veut dire qu'une introduction, respectivement la préparation de l'introduction, parce qu'on l'a entendu, il y a encore beaucoup de points ouverts, il y a des mesures qui doivent être faites, il y a la transformation qui doit être développée, et ces travaux pourraient débuter dès 2030. L'étude coût-bénéfice que je viens de mentionner, elle a pour but de voir en fait si l'introduction de ce nouveau système altimétrique est rentable ou pas. Donc du côté des coûts, évidemment, il y a tous les coûts de transformation des données existantes qu'on a essayé de quantifier un petit peu dans le cadre des POC. Et du côté du bénéfice, il y a évidemment, une fois que le système sera en place, la simplification des mesures et l'augmentation de la précision. Une des variantes qu'on va aussi étudier, c'est l'introduction à des fins purement scientifiques. Et on pense que vu qu'on a une problématique, ça n'a pas été mentionné aujourd'hui, mais en fait il y a une problématique semblable en planimétrie. On a en planimétrie aussi des déplacements tectoniques en Suisse de l'ordre de 1-2 mm. Et vu que le passage à un système cinématique avec la gestion des époques est quand même un grand pas, est-ce qu'éventuellement on peut faire le pas pour la planimétrie et l'altimétrie en même temps? Voilà. Et évidemment, une des questions, c'est aussi le modèle de financement. Donc, qui assumera les coûts de la mise en œuvre du nouveau système altimétrique? Les prochaines étapes. Donc, jusqu'à présent, vous l'avez entendu, on a travaillé d'une façon très technique. On a fait ces mesures dans les cantons, on a essayé de comprendre un petit peu la situation. Évidemment, il y a encore énormément de questions qui sont ouvertes. Donc là, on est plus dans les bases décisionnelles et on a beaucoup communiqué. L'HGVD aussi a énormément communiqué, mais c'est resté une communication métier en fait, qui s'adressait aux professionnels, à des conférences. En cas de feu vert, évidemment, on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire préparer les bases légales, travailler sur le concept d'introduction, donc vraiment détailler
comment est-ce qu'on va réaliser ce nouveau système et aussi comment est-ce qu'on va faire concrètement dans les cantons, dans la pratique pour introduire ce nouveau système. Et puis ça a été mentionné, c'est un sujet qui n'est pas facile à communiquer, donc là on devra aussi axer la communication sur le tout public, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent. En parallèle, on continue à travailler sur les fondamentaux à Sustopo, c'est-à-dire le calcul des codes géopotentiels, c'est la base qui nous sert après, à partir de laquelle on dérive les altitudes normales. Évidemment, ça implique aussi un nouveau modèle du géoïde, respectivement du quasi-géoïde, et puis ce modèle cinématique qui n'a encore jamais été calculé tel quel en Suisse. Donc ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas tous les jours qu'on réalise un nouveau système altimétrique. Et donc c'est un grand défi également pour la géodésie à Sustopo. Dans ce contexte-là, on a la chance de pouvoir conduire une campagne d'aérogravimétrie cette année. Donc le Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, donc nos homologues allemands, nous ont prêté un aérogravimètre qu'on voit en bas à droite. Donc on va essayer de couvrir des zones en Suisse qui sont encore peu mesurées. Donc l'illustration de gauche montre toutes les mesures gravimétriques de gravimétrie terrestre qui existent en Suisse et dans les pays voisins. Donc c'est tous les petits points gris. Donc on en a énormément. Par contre, avec la gravimétrie terrestre, on ne peut pas couvrir les Alpes. Enfin, c'est difficile de couvrir les Alpes et on ne peut pas couvrir les lacs. Et c'est une des lacunes qu'on va essayer de combler en collaboration avec le service de vol de Sustopo. Donc ça m'amène déjà à la dernière slide. Avant de passer au take-home message ou à la conclusion, j'aimerais encore remercier déjà l'équipe technique. Donc on a ici Félix Zumwald, Patrick Ibellet et Sébastien Condamin qui ont fait toute l'installation, les tests hier. Donc merci beaucoup à eux, ça a super bien fonctionné. Ça montre qu'un projet informatique ou l'informatique à la Confédération peut aussi fonctionner parfois. Voilà. J'aimerais également remercier les oratrices et orateurs de ce matin. Donc au niveau des cantons, on a Dominique André et puis Andreas Werner qui ont fait le déplacement jusqu'à Wabern. Et puis non seulement ils ont fait le déplacement aujourd'hui, mais on a eu une excellente collaboration tout au long du projet. C'était très précieux pour nous, ça a très bien fonctionné, donc merci beaucoup. J'aimerais également remercier Laura Ducret qui a elle aussi beaucoup œuvré à la réussite de ce projet pour le bureau Géosud, et puis Elisa Borla qui était une collaboratrice sur le projet pendant une année et qui travaille désormais à l'HGVD. Donc merci beaucoup à eux d'être venus ce matin, et puis merci à Natacha pour la modération. Donc pour les conclusions, donc vous avez vu, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Je dirais que la conclusion est que les défis sont reconnus, Sustopo y travaille, et puis le focus pour 2026, ce sera clairement cette étude coût-bénéfice. Donc voilà, pour voir quel est le bon moment où est-ce que l'introduction de ce nouveau système altimétrique est effectivement rentable ou bien fait aussi sens d'un point de vue économique sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Daniel. Maintenant, on peut passer à la petite session questions et discussions. Si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser dans le chat Teams, et j'invite les collègues à venir se joindre à moi pour qu'on puisse voir les questions et y répondre ensemble. Première question, est-ce qu'à l'avenir, avec le nouveau système et les développements des techniques de mesure, les réseaux de points fixes LFP2-3 des cantons pourront être réduits ou plus facilement entretenus? Qui veut répondre? Effectivement, je pense on doit surtout aussi diminuer le nombre de points, et puis avoir un certain nombre de points qui soient vraiment très précis en altimétrie et planimétrie. Et
pas avoir, je pense, comme j'ai montré sur le canton de Fribourg, 100 000 points, mais un nombre vraiment peut-être plus restreint de points. Enfin, c'est vrai que là, c'était la question, c'était les PFP2, oui, PFP2 et PFP3, voilà. Donc en tout cas, PFP3 a déjà diminué le nombre, et puis PFP2, le nombre est déjà plus ou moins correct. Peut-être juste un petit complément de ma part. Donc, ce qu'on voit au niveau international, en fait, c'est que la distinction entre réseau de points fixes planimétrique et puis altimétrique tend à disparaître. C'est-à-dire qu'on va plutôt vers des réseaux combinés, en fait, où on a des points qui ont à la fois une altitude et une composante altimétrique et planimétrique très bien déterminée. Donc ça implique de peut-être un petit peu modifier les réseaux parce que la visibilité GNSS devient importante. Et ça, malheureusement, c'est souvent pas le cas sur les points fixes altimétriques actuels. Merci pour les réponses. Prochaine question. Avez-vous déjà une proposition afin de distinguer les altitudes NF02 de celles du nouveau système? Alors pour là, il n'y a pas de miracle. Pour pouvoir distinguer les altitudes, en fait, on veut que l'altitude ait l'information de où est-ce qu'elle provient et de quel cadre elle provient. Ça veut dire qu'une altitude en soi seule, une valeur d'altitude, elle ne vaut pas grand-chose, entre guillemets. Donc on aimerait en fait que toutes les altitudes soient associées avec le cadre de référence auquel elles appartiennent. C'est quelque chose qui se fait déjà au niveau international, aussi au niveau de la planimétrie, de façon assez naturelle, c'est-à-dire que quand on est sur Google Maps, sur n'importe quel en fait, système de référence, on sait d'où vient notre altitude planimétrique. Donc voilà, ce serait ça l'idée, c'est vraiment d'associer soit dans les métadonnées des données ou vraiment directement avec l'altitude dans la mesure du possible. Merci Elisa. Prochaine question. Des présentations, je crois comprendre qu'une des options est la transformation avec H-trans, donc un passage des auteurs usuels aux auteurs orthométriques. Est-ce que H-trans est actuellement cinématique? Actuellement, il semble que la transformation vers le cadre de référence RAN 95 est basée sur le GEID CHGO 2004 et est non cinématique. Donc H-trans deviendrait cinématique. Est-ce qu'il y aurait des incréments pour passer entre les époques de référence ou bien les époques de référence seraient en libre choix? Alors, merci pour cette question qui a plusieurs éléments. Donc, oui, l'histoire de la cinématique, c'est une question assez complexe. Et puis, jusqu'à maintenant, on a simplement ignoré qu'il y avait une cinématique. Donc, la première chose, en fait, c'est de transformer toutes les données existantes vers le nouveau système altimétrique, respectivement le nouveau cadre de référence altimétrique. Et pour le faire sans avoir une perte en précision trop importante, en fait, il faudra estimer l'époque moyenne des données altimétriques. Et d'ailleurs, quand on avait passé on a calculé H-trans avec l'introduction du nouveau géoïde, c'est ce qu'on a fait. En fait, H-trans est calculé pour une époque moyenne, sauf erreur, qui est autour de 1995. C'est pour ça que quand on travaille actuellement on fait une mesure GNSS et qu'on la transforme vers NF02, on n'a pas toute la cinématique accumulée depuis 1902, mais on n'a que la cinématique accumulée depuis l'époque de H-trans qui est de mémoire dans les années 90. Donc nous, ce qu'on imagine, c'est de faire une procédure semblable, en fait, où on prend une époque moyenne pour les données existantes, on les transforme, et ensuite l'époque de référence du cadre sera propre au cadre, c'est-à-dire par exemple pour le nouveau système altimétrique, on va calculer un cadre en 2030, et l'époque de référence de ce cadre sera 2030. Donc l'année 2030, en fait, elle sera imposée, et elle sera identique pour toutes les géodonnées. Et du moment qu'on est dans le nouveau cadre, c'est là qu'on commence à appliquer le modèle cinématique. Donc si on fait une mesure en 2035, on va passer par le modèle cinématique pour arriver à l'époque 2030. Merci Daniel. Prochaine question. Der Paradigmenwechsel von orthometrischen zu Normalhöhen ist noch nicht glaubwürdig genug kommuniziert. Ich verweise auf die früheren Entscheide der Swisstopo, Urs Marti und Andreas Schlatter et al. Quelqu'un veut répondre?
Ja, vielleicht so meine Sicht, das ist wirklich, man könnte sagen, ein Religionskrieg. Also es gibt unter Geodätinnen und Geodäten gibt es wirklich beide Schulen, sowohl die orthometrischen Höhen wie auch die Normalhöhen. Es gibt gute Gründe für sowohl die eine Höhenart wie auch die andere Höhenart. Also ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber im Prinzip ist das, genau, da könnte man sich monatelang darüber streiten. Wir denken, dass das für die Nutzerinnen und Nutzer am Schluss nicht so wichtig ist, weil im einen Fall haben sie einfach ein Quasi-Geoid-Modell als Datei auf ihrem GNSS-Empfänger abgelegt, das andere Mal eine Geoid-Datei und schlussendlich in der praktischen Anwendung ist das Resultat sehr ähnlich. Unterschiede, es ist hauptsächlich dann für uns ein Unterschied, wie wir das System dann berechnen und realisieren. Danke Daniel für die Antwort. Nächste Frage. Würde ein Zwei-Systeme-Ansatz, wissenschaftliches Höhensystem und parallel weiterhin Gebrauchshöhen untersucht? Wenn ja, mit welchen Erkenntnissen? Ja, danke für die Frage. Das entspricht im Prinzip der jetzigen Situation mit LHN95 als wissenschaftlichem System und Gebrauchshöhen als System für die Praxis, als offizielles Höhensystem, mit dem Unterschied, dass LHN95 nicht kinematisch ist, also halb kinematisch. LHN95, wir müssen die Kinematik berücksichtigen bei der Berechnung, sonst fliegt uns das alles um die Ohren, das geht gar nicht. Aber für die Endnutzer ist LHN95 nicht kinematisch. Und zur Frage, wir haben das noch nicht betrachtet, aber das ist eine der Varianten, die wir im Rahmen der Kosten-Nutzen der Wirtschaftlichkeitsanalyse anschauen werden. Der Vorteil ist, dass man nicht transformieren muss, nicht umstellen. Der Nachteil ist, dass man in der Praxis dann nicht in dem Umfang vom modernisierten Höhensystem profitiert und deswegen neuere Technologien auch nicht so einfach dann einsetzen kann. Also die Grundprobleme werden nicht adressiert, zum Beispiel die Zwänge im bestehenden Höhensystem. Aber wir sind da ergebnisoffen und werden das wirklich im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse so objektiv wie möglich betrachten. Danke. Noch eine Frage. Wie wird der Verwechslungsgefahr zwischen dem alten und neuen Höhenrahmen entgegengewirkt, da man das dem Höhenwert ja nicht ansieht wie bei der Lage? Volontiers une petite traduction rapide pour que je sois sûre. Comment on réduit le risque de confusion entre les altitudes, vu qu'on ne voit pas que l'altitude a changé? Ah bah justement, alors c'est pour ça qu'on m'a donné le micro, c'est justement grâce à l'indication du cadre de où vient l'altitude. Le risque est existant, mais en fait ce qu'on ne se rend souvent pas compte, c'est que le risque, enfin c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'actuellement déjà, on travaille déjà avec ces différents systèmes. Quand on prend une altitude avec notre récepteur GNSS, si on a les mauvais paramètres dans notre récepteur, on va obtenir une altitude, par exemple RAN 95, et quelqu'un qui n'est pas attentif ou qui vérifie pas l'origine de son altitude, il pourrait voir que la bombe peut être 10 cm avec une altitude NF02, même suivant où sur la Suisse, ça peut être moins. La personne peut ne pas se rendre compte. Donc en fait, la confusion, elle est existante de facto déjà aujourd'hui. Donc changer de système et introduire cette obligation pour les besoins précis, évidemment, après ça dépend tout à fait des besoins, mais pour la géodésie, la mensuration et les données de base, il faut que l'altitude soit indiquée avec son origine, son cadre de référence, et même pour les besoins encore plus précis, du coup son époque, qui sera aussi indiquée avec l'altitude. Merci Elisa. Ich glaube, das war die letzte Frage. Danke für die Antworten und die Frage. Merci et voilà, c'est la fin de ce colloque. Bon week-end à tout le monde, profitez bien du soleil. Merci. Okay. Ah, attendez, pardon, non, pas encore. Une dernière question. Wie machen Sie das mit den angeschriebenen Schwellenhöhen? Daniel, je te laisse répondre. Alors oui, ça c'est aussi une question à laquelle on devra répondre dans le cadre du concept de détail.
Et on avait déjà un collègue des CFF dans un des groupes de travail. Et puis évidemment, les CFF, un très grand utilisateur d'altitude qui opère sur tout le territoire national. Donc évidemment, c'est un des partenaires qu'on impliquera de façon très étroite dans le cadre des études futures et une problématique qu'on va adresser le moment voulu. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est vraiment la fin de ce colloque. Au revoir.